Donc avant de passer à la session, le symposium, juste une information. Tout à l'heure, au cours de la pause de 11 heures, il y aura une séance de dédicace du livre de Claude Grisselli. Donc il faut profiter, il est là, pour ceux qui veulent se procurer de son livre, donc au secrétariat. Donc, marhaba bikoum. Donc les modérateurs du symposium. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je vous remercie avec votre équipe pour l'organisation de ces journées. C'est à chaque fois aussi plus chaleureux que la fois précédente. Et donc, bravo pour l'organisation et pour la session d'hier. L'hommage rendu à notre ami, professeur Grisselli, était vraiment émouvant et on a passé une belle soirée après, bien sûr. Je remercie. Je pense que Sanofi, leur symposium, sans nous trois et sans nos orateurs, n'aurait pas de succès, sachant qu'il s'agit de maladies lysosomales que nous sommes maintenant au Maroc prêts à les prendre en charge de manière adéquate et précise. Bien, je ne vais pas allonger évidemment la parole, surtout qu'il y avait un petit retard déjà. Nous allons écouter nos deux orateurs et je pense que je peux passer la parole directement, hein, mes amis. Vous prendrez la parole après Madame Kreoul et Madame Dini. Voilà, donc Monsieur Abkari va nous parler de la maladie de Gaucher, son diagnostic et sa prise en charge. Avec son expérience à Casablanca. Et nous avons des expériences un peu partout maintenant au Maroc, dans les différents CHU, Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, Oujda. Et bon, j'en ai peut-être un peu oublié. En attendant, je baratine en attendant que M. Abkari prenne la parole. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, je suis très ravi d'être parmi vous ici donc, aux journées pédiatriques de Fès. C'est devenu un rendez-vous incontournable, encore une fois je le dis, c'est avec un grand plaisir que je me trouve ici. Et c'est souvent l'occasion de partager entre nous donc, des notions. Je vois que le plateau scientifique il est très alléchant, je vois des présentations très pratiques, ça fait plaisir. En ce qui me concerne, alors je vais parler de la maladie de Gaucher, mais l'objectif, c'est d'inciter les confrères à y penser et à en faire le diagnostic tôt, avant d'arriver à ces formes historiques qui sont réfractaires, et pour la simple raison, parce qu'aujourd'hui on dispose d'un traitement, et ce traitement, il est d'autant plus efficace qu'il est instauré précocement. Et je pense qu'en ce moment, il y a un intérêt grandissant pour les maladies rares, et ça fait partie des maladies rares. Et je pense que c'est l'occasion, donc c'est l'objectif même de ce symposium. Alors, merci Seych Braoui, merci Madame Kreoul et Madame Dini. Alors, la maladie de Gaucher, juste pour vous rappeler, c'est une maladie de surcharge, donc il fait partie de ces maladies rares, mais c'est la plus fréquente des maladies de surcharge, donc c'est une surcharge lysosomale. C'est une maladie donc, de transmission autosomique récessive et elle est due à un déficit enzymatique, un déficit en glucocérébrosidase, et on va voir ça plus tard. Et c'est une maladie rare, certes, mais j'ai dit que si on la met dans le contexte des maladies donc de surcharge, elle est plus fréquente, donc une prévalence en France qui arrive à 1 sur 136 000. Et chez nous, si on s'acharne à diagnostiquer, parce que malheureusement, il est resté longtemps le parent pauvre, mais actuellement, avec les efforts faits avec mes amis sébrésans, notamment le professeur Chevraoui, qui a longuement travaillé sur le diagnostic, et aujourd'hui on est aidé un petit peu par Genzyme pour le diagnostic, par le dosage de l'activité donc enzymatique.
J'espère qu'on va en diagnostiquer davantage d'ici quelques années. Alors, qui dit déficit enzymatique dit déficit enzymatique variable, donc on va avoir une expression clinique variable. Et qui dit expression clinique variable, on va avoir donc des âges différents de diagnostic. Donc c'est une maladie qui est polysymptomatique et il risque d'atterrir dans n'importe quelle consultation. Donc c'est l'intérêt aussi de présenter cette pathologie, parce que moi je suis là ici parce que le service il compte 3 orientations pédiatriques et on risque d'être devant la maladie de Gaucher soit pour une hépatosplénomégalie, soit pour une maladie, problème hématologique, donc on a l'unité d'hémato, ou bien les formes rares qui sont neurologiques, donc on a la consultation de neurologie. Donc vous voyez qu'il peut atterrir même chez un orthopédiste pour des douleurs osseuses, etc. Donc c'est une maladie vraiment à cheval sur plusieurs spécialités et c'est l'intérêt de sensibiliser sur le diagnostic précoce de cette pathologie afin d'instaurer un traitement si possible, donc précocement. Alors, le traitement, c'est l'enzymopathie, c'est la révolution de ces dernières années, hein, depuis les années 90, c'est l'enzymopathie substitutive en matière de maladie de Gaucher. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est une maladie lysosomale, donc c'est fait partie des lipidoses, donc elle est la plus fréquente de ce registre, et que un peu de l'histoire, c'est une maladie de Gaucher, donc elle a été décrite dès le 19e siècle par M. Philippe Gaucher. Et puis, à partir de là, on a vu l'évolution depuis la description de ce substrat qui est accumulé, qui est responsable de cette symptomatologie, jusqu'à la découverte de l'lysosome en 1955. Et puis après, il fallait attendre 1965 pour dire que derrière cette maladie, il y a un déficit. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma spécialité, alors la maladie de Gaucher, c'était devant une rate monstrueuse, et d'ailleurs en pédiatrie on a beaucoup de rates monstrueuses, et qu'après, en ce qui concerne le diagnostic, c'était juste la mise en évidence des cellules de surcharge dans la maladie de Gaucher, dans la moelle, et puis après, ça y est, on ne fait rien pour ces patients, les pauvres, donc ils trimballaient avec leur splénomégalie. Donc il y a quand même une évolution donc, ces dernières années. Et puis, il a fallu attendre que 1991 pour avoir le traitement de la maladie de Gaucher de type 1 par laboratoire donc Genzyme. Et puis après, en 1997, c'était l'AMM au niveau européen pour ce traitement. Alors, on a dit que c'est une maladie, il fait partie des maladies rares, mais c'est une maladie fréquente parmi les maladies de surcharge. Sa prévalence, il varie d'un pays à l'autre. Moi, je pense que si on continue dans l'élan avec lequel nous faisons le diagnostic aujourd'hui, je pense qu'on va diagnostiquer beaucoup de maladies de Gaucher dans l'avenir. Moi, je pense que ces dernières années, rien que depuis 2017, on a commencé à avoir ce dosage de l'activité donc enzymatique. On a vu les cas un petit peu flamber. Donc, je pense qu'on va continuer dans cet élan pour diagnostiquer le maximum. Alors, c'est juste ici représenté, je ne sais pas si... Il y a un... Voilà. Voilà. D'accord. Très bien. Ça marche pas. Donc je vais utiliser la souris, puis voilà. Donc, voilà. Donc cette prévalence, on voit que certains pays, surtout donc au niveau des États-Unis, etc., il y a beaucoup de cas par rapport à d'autres pays. Donc je ne sais pas si ça va marcher. Bon, bref. Alors, donc, on parlait depuis tout à l'heure de la maladie de Gaucher, mais si on se pose la question, à quoi elle est due? On a déjà dit qu'il y a un déficit enzymatique. Cette enzyme-là, la glucoside céramidase, donc c'est la bêta-glucocérébrosidase, qui permet de scinder ce substrat qui est contenu dans les lysosomes, et c'est le glucocérébroside, en glucose et en céramide. Donc on imagine qu'en cas de déficit, on a une accumulation de ce substrat, et cette accumulation va s'opérer au niveau du système réticulo-endothélial, histiocytes spléniques, les cellules de Kupffer hépatiques, au niveau des macrophages
médulaire et au niveau des cellules pérées. Donc cette répartition explique la multiplicité donc, des symptômes en matière de maladie de Gaucher. Alors, il va s'en suivre quoi? Cette accumulation de ces substrats, de glucocérébrosides, il va y avoir libération des cytokines, donc il y a tout un processus inflammatoire, des TNF-alpha essentiellement, augmentation des enzymes lysosomales, notamment la chéto- ou la kétotriosydase, donc chacun l'appelle comme il veut, et c'est une enzyme très importante parce qu'il permet de suivre le traitement des malades sous traitement, donc son dosage il est possible, et il permet de suivre l'évolution sous traitement de la maladie de Gaucher. Il y a une hyperferritinémie et il y a une hypergammaglobulinémie polyclonale. Et puis il y a une altération de la formation osseuse, notamment sur les osteoblastes, et une altération du micro-environnement médulaire. Donc bref, tout ça, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on a plusieurs symptômes en matière de maladie de Gaucher. Alors, quelles sont les formes phénotypiques que présente la maladie de Gaucher? Donc, de loin, il y a la forme de type 1 qui est la plus fréquente, pratiquement 95% des cas, et il est essentiellement fait il est fréquent en Europe et aux États-Unis, et il a un développement long, donc il se développe progressivement, et essentiellement, il est fait de signes d'une atteinte viscérale, notamment une hépatosplénomégalie, une monstrueuse splénomégalie, mais il ne faut pas attendre donc ces formes historiques parce que parfois c'est très difficile à traiter et ces énormes donc rate posent beaucoup de problèmes diagnostiques en pédiatrie, notamment avec la leishmaniose, mais la leishmaniose c'est une grosse rate inflammatoire et fébrile, et avec cette fièvre qui est folle, une fièvre anarchique. Il y a aussi la forme LMC, la leucémie myéloïde chronique, qui est rare chez l'enfant, c'est beaucoup plus l'apanage de l'adulte, mais il peut prêter à confusion parce qu'elle aussi réalise une splénomégalie monstrueuse. Et puis, j'en passe, il y a des situations où on peut voir une splénomégalie monstrueuse. Mais toute splénomégalie énorme doit faire penser, entre autres diagnostics, à la maladie de Gaucher. Donc, il y a une atteinte aussi hématologique, parce qu'on avait dit qu'il y a une atteinte médulaire, donc on aura une cytopénie, et une atteinte osseuse qui se voit beaucoup plus de façon prononcée à un âge un petit peu avancé, je veux dire l'adulte jeune, 20 ans, mais dans la série où on a un âge moyen de 8 ans, on voit des signes osseux, notamment des douleurs osseuses, etc. Donc une atteinte osseuse qui est là, et on va la décrire tout à l'heure rapidement, de façon brève, parce que le temps ne le permet pas pour parler de la maladie de Gaucher en une demi-heure. Il faut une journée pour un petit peu décrypter cette maladie, mais c'est juste pour vous briefer et vous rappeler l'objectif initial, c'est inciter à y penser et en faire le diagnostic précocement. Mais dans la forme donc, de maladie de Gaucher type 1, il n'y a pas d'atteinte neurologique, si ce n'est un stade un petit peu tardif, un syndrome parkinsonien, mais une fois donc, ils sont devenus adultes. Je reviens à ce schéma-là. Il y a le type 2 qui est très rare, 1%. On a un cas dans la série, troubles neurologiques. Donc c'est essentiellement des troubles neurologiques. Et il y a le type 3 qui peut aussi associer l'hépatosplénomégalie, mais aussi les troubles neurologiques. Alors quel aspect clinique? Je viens de le dire, donc c'est essentiellement cette splénomégalie douloureuse. C'est le signe le plus précoce dans les 3 formes. Donc essentiellement le type 1, mais on peut le voir dans le type 2 et le type 3. Donc c'est un volume de la rate qui est corrélé à l'évolution de la maladie. Plus le diagnostic est tardif, plus cette splénomégalie est énorme. Il occupe pratiquement donc l'abdomen. C'est impressionnant. On peut aussi avoir, cette rate, il peut donc être donc l'objet d'une infiltration de nodules et même un infarctus. Il peut faire exceptionnellement aujourd'hui l'indication d'une splénectomie, on va voir. Avec le traitement, je pense que le traitement, il fait éviter cette splénectomie, mais je pense qu'on a une énorme rate qui est fibreuse et avec des infarctus, il peut être l'indication d'une splénectomie. Il y a une pancytopénie qui est due à la fois à l'atteinte hématologique, mais aussi à l'énorme splénomégalie, à l'hypersplénisme. Donc vous voyez qu'il y a
plusieurs manifestations cliniques. L'atteinte hépatique qui vient après l'atteinte de la rate, il y a une hépatomégalie qui est retrouvée dans 95%, c'est 2 à 4 fois la normale, mais il n'est pas du même volume que la splénomégalie. Là aussi, il peut entraîner des douleurs et des infarctus. Il peut aussi engendrer un syndrome de cholestase dans 30 à 50% des cas, et on peut même avoir une lithiase dans 25% des cas, une cytolyse 30% des cas, des nodules, de fibrose, etc., voire même une cirrhose avec hypertension portale. Et là aussi, je vous ai dit tout à l'heure que ça peut atterrir dans n'importe quelle consultation, et parfois, il peut être adressé pour une hypertension portale. L'hypertension portale qui peut elle-même donc faire partie du tableau de la maladie de Gaucher. Donc vous voyez que c'est polyviscéral, c'est une atteinte multiple donc, au niveau de l'organisme. Toujours on a vu la splénomégalie, l'hépatomégalie, mais il y a aussi l'atteinte osseuse. Et l'atteinte osseuse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent une installation un petit peu tardive, mais on peut l'avoir précocement, c'est-à-dire chez le grand enfant de 8 ans, de 10 ans, etc. Il se résume à des crises osseuses, donc de douleurs osseuses, avec même parfois un infarctus osseux, véritablement des pseudo-ostéomyélites, et on peut avoir une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale notamment. Et l'image réalisée classiquement dans la maladie de Gaucher de type 1, c'est l'anomalie osseuse la plus fréquente d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les flocons, image en flacon d'Erlenmeyer. C'est un élargissement qui est bilatéral et symétrique de la région métaphyso-épiphysaire de l'os. Donc c'est la forme classique. Il y a bien sûr, à côté de ces atteintes essentielles, à savoir la splénomégalie, l'hépatomégalie et l'atteinte osseuse, l'enfant il peut être asthénique, fatigué, et parfois rien que la pesanteur de cette splénomégalie constitue en elle-même une fatigue interminable. Il y a l'atteinte pulmonaire interstitielle. On peut avoir même une atteinte cardiaque, myocardique, péricardique, atteinte cutanée, notamment une coloration jaune de la peau. Et sur le plan biologique, cette hypergamma qui peut aussi ajouter de son côté donc, le pronostic de cette maladie avec une mono, polyclonale, myélome, leucémie, etc., qui peuvent compliquer la situation de... Alors bref, et de façon un petit peu résumée, il faut savoir penser à la maladie de Gaucher de type 1 devant les symptômes suivants: splénomégalie isolée d'étiologie non évidente doit faire penser à la maladie de Gaucher. Il doit être présente. C'est vrai que les causes de la splénomégalie, notamment énormes, ils sont multiples, mais on doit aussi avoir présent à l'esprit cette maladie qui est la maladie de Gaucher. Et on peut aussi penser devant une thrombopénie isolée ou associée à une hyperféritinémie. Donc, thrombopénie, hyperféritinémie et hypergamma doivent aussi évoquer dans les formes débutantes, frustes, ils doivent faire penser à la maladie de Gaucher et par conséquent faire le diagnostic précocement. D'ailleurs, il peut s'associer à un retard staturopondéral et un retard pubertaire. Donc, les maladies de surcharge, aujourd'hui, on doit évoquer les maladies les plus fréquentes, mais on doit aussi avoir quelque part le réflexe d'y penser pour ne pas passer à côté de ces formes. Malheureusement, on reçoit toutes nos formes de maladie de Gaucher sont des formes vraiment tardives et cliniquement évidentes. Sur le plan biologique, si on explore ces malades, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a une atteinte hématologique, essentiellement une pancytopénie. On peut avoir une hypergamma-globulinémie polyclonale, une hyperféritinémie, d'ailleurs c'est un signe très important, j'ai expliqué tout à l'heure dans la physiopathologie, parce qu'avec cette accumulation des cérébrosites, donc on peut avoir cette inflammation, notamment TNF-alpha et l'hyperféritinémie. Il y a un effondrement de la vitamine D, de 25-hydroxyvitamine D, qui est effondré. Et quand on pratique le myélogramme, comme il y a longtemps, et d'ailleurs dans le temps, on avait 1000 raisons de faire le myélogramme parce qu'on pensait à ces
cause rare de maladies comme la leishmaniose, bon, pas rare, mais devant une spllénomégalie. Dans le temps, on n'avait pas le dosage de l'activité enzymatique. Donc, on faisait le milligramme qui met en évidence les cellules de Gaucher, que les cytologistes ne ratent pas, et c'est évident, donc ils font le diagnostic. Mais aujourd'hui, la confirmation diagnostique, c'est la confirmation enzymatique, c'est obligatoire pour poser le diagnostic de la maladie de Gaucher. Alors, cette confirmation biologique, qui est le dosage de l'activité donc enzymatique de la glucocérébrosidase ou la bêta-glucosidase, bon, ou acide ou glucocéramidase, donc on peut l'appeler comme on veut, mais c'est le seul examen de certitude pour le diagnostic de la maladie de Gaucher. Cette activité qui est inférieure à 20 à 30%, et c'est une activité qui est mise en évidence au niveau des leucocytes ou fibroblastes de la peau. Et c'est Chabraoui, on sait quelque chose, et d'ailleurs il nous a beaucoup aidé pour le diagnostic, et d'ailleurs c'est le pionnier des maladies métaboliques au Maroc. La mesure de l'activité plasmatique donc en chétotrio ou kétotriosidase, d'ailleurs cette enzyme libérée qui permet de suivre donc le traitement de la maladie de Gaucher, elle est produite par les cellules de Gaucher, elle est très augmentée et elle a une valeur pronostique, la chétotriosidase ou kétotriosidase, chacun l'appelle comment il veut. Il y a bien entendu le nouveau biomarqueur spécifique qui est le glucosylsphingosine, donc on n'est pas de façon, c'est-à-dire c'est pas le quotidien, et surtout la recherche des mutations du gène de la glucocérébrosidase, le gène JBA. Alors, j'arrive, ça c'était le diagnostic de la maladie de Gaucher, mais quel traitement? Depuis tout à l'heure on dit il faut diagnostiquer tôt pour instaurer un traitement. D'abord, il faut un traitement symptomatique. Il faut une prise en charge de la douleur et des autres complications ostéo-articulaires. Il faut une prise en charge hygiéno-diététique, à savoir un apport en calcium alimentaire, en vitamine D, en folate, donc en micronutriments, et une éducation thérapeutique du patient. Et la splénectomie, il a peu de place aujourd'hui de nos jours en raison de l'avènement du traitement, mais on peut assister à une splénectomie, à une indication, il est indiqué devant des volumineuses rate fibreuses cicatricielles avec une thrombopénie persistante malgré le traitement. À ce moment-là, on peut toujours discuter de l'opportunité de cette splénectomie. Mais le but, c'est de faire le diagnostic précoce et un traitement précoce pour ne pas arriver là. Et vous savez, les inconvénients de la splénectomie en pédiatrie. Alors ce traitement enzymatique substitutif, il a déjà, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'historique, il a déjà été initié en 1991, il y a longtemps, mais au fur et à mesure, il a connu donc une évolution, donc dans l'évolution avec les années. Et pour arriver en 1995 à l'imiglucérase, l'espoir aujourd'hui, c'est d'avoir un traitement précoce. Parce que c'est la voie veineuse, c'est des perfusions tous les 14 jours, donc c'est vraiment lourd et c'est cher et c'est lourd aussi sur le plan réalisation. Donc il est destiné beaucoup plus aux patients symptomatiques de type 1 et de type 3, parce que les types 2, où l'atteinte neurologique prédomine, le traitement il est inefficace contre les symptômes neurologiques. Et il est efficace contre les paramètres hématologiques et l'organomégalie, à savoir la splénomégalie. Et d'ailleurs, on l'a remarqué chez nos patients traités, il y a une régression de la splénomégalie qui va conférer un confort et il va améliorer le quotidien de ces patients. Il a une efficacité qui est moindre donc sur l'os et sur les rates fibreuses, comme je viens de décrire, les rates fibreuses cicatricielles. Il ne faut pas en arriver là. Et il n'a aucun effet sur la maladie de Parkinson, dont la maladie de Gaucher de type 1. Donc pas d'efficacité sur l'atteinte neurologique. Quand est-ce que le traitement est indiqué? Alors il est indiqué chaque fois que les plaquettes sont en dessous de 60 000, chaque fois que l'hémoglobine est en dessous de 8 grammes, et chaque fois qu'il y a une hépatomégalie, une splénomégalie avec une symptomatologie, et chaque fois qu'il y a une atteinte osseuse symptomatique.
Ce traitement, il est à base de ce traitement substitutif, à base de l'imiglucérase, donc ça s'appelle le cérizime, c'est une enzyme donc recombinante. La dose initiale recommandée est de 60 unités internationales par kilo. Et l'inconvénient, c'est le coût du traitement, donc c'est coûteux. Heureusement que ce n'est pas aussi fréquent qu'on peut l'imaginer, parce que sinon ça va devenir vraiment un fardeau sur le budget. Mais comme ça reste limité, ça reste des maladies rares, le coût il est excessif et ça nécessite la voie parentérale. C'est pour ça que l'espoir, et tout l'espoir, c'est de voir donc un jour, ça a déjà commencé. Je viens de voir un article publié par les Canadiens chez un adulte qui était bien sûr jeune, gaucher, et qui est devenu un adulte. Et à un certain moment, il refuse la parentérale et ils ont réussi à améliorer ses symptômes avec la voie orale. Donc ça commence peut-être un jour, ça va commencer chez nous. C'est un traitement qui est toléré, de rares manifestants hypersensibilité, donc ça reste toujours l'inconvénient, c'est le coût et la voie parentérale. Voilà donc le traitement enzymatique substitutif, qu'est-ce qu'il peut donner? Bien sûr, il peut améliorer beaucoup de choses, les paramètres hématologiques, et surtout la splénomégalie, l'organomégalie. Ça, on l'a constaté dans la série du service. Donc, avant de conclure, je peux vous dire que dans le service, depuis 2017, depuis qu'on a cette possibilité donc, de doser l'activité enzymatique, on a déjà 15 patients suivis pour maladie de Gaucher, 13 maladies de Gaucher de type 1 et un seul patient de type 2, un seul patient de type 3, et c'était tous avec une confirmation effondrement de l'activité de la bêta-glucocérébrosidase. Et ces 9 patients sont répartis, 4 patients programme Charité, malheureusement, ont déploré un décès. Et un décès, les décès, c'est des formes tardives avec des symptomatologies très, très alarmantes. 5 patients, donc RAMED, on déplorait aussi de décès, et 3, on attend du traitement. Les indications selon les critères CETG. Alors, juste parce qu'on n'a pas le temps pour parler de toute la série, c'est juste pour vous dire, voilà, comment ça se fait. C'est en hôpital du jour, c'est une perfusion de 3 heures, à raison de 60 unités tous les 14 jours, donc réalisée par des infirmières qui sont formées dans ce sens, formées à la conservation, à la surveillance, etc. Et puis, vous voyez, les résultats thérapeutiques, on voit que ces petits malades, avec le traitement, la plupart, il y a une amélioration de leur quotidien, il y a une régression de cette splénomégalie. Vous ne pouvez pas imaginer l'inconfort que peut engendrer une énorme splénomégalie qui occupe tout le ventre. Donc, avant de... c'est juste pour conclure et dire que le traitement, il est efficace, mais avant l'installation des lésions irréversibles, c'est dire l'intérêt d'un diagnostic donc précoce. C'est un traitement qui, malheureusement, à vie, qui nécessite une éducation thérapeutique de ces enfants. Et surtout, il faut réfléchir à sa transition enfant-adulte. Ça dépend des équipes, à partir de l'âge de 18 ans, il faut établir donc une relation avec les équipes d'adultes de médecine interne pour pouvoir faire la transition, qui n'est pas toujours simple. Et d'ailleurs, la transition, on la vit mal avec les autres maladies aussi, ne serait-ce que la maladie cœliaque, c'est des enfants qui veulent rester dans la consultation pédiatrique et on a du mal pour les convaincre à aller à la consultation de l'adulte parce que quand même, depuis le jeune âge, ils ont grandi dans la consultation et ils se sont habitués à cette ambiance pédiatrique et ils ont du mal. Et parfois, je vois même des petites filles qui étaient suivies chez moi en maladie cœliaque, ils ont grandi, mariés avec des enfants, ils continuent à venir, ils ne veulent pas être transférés. Pour la maladie cœliaque, c'est pas lourd, c'est juste contrôler le régime sans gluten, croissance, etc., l'arrivée des maladies auto-immunes, etc. Mais pour les maladies lourdes, comme la maladie de Gaucher, c'est pas facile d'organiser cette transition. Donc la perspective en matière de maladie de Gaucher, c'est d'avoir un jour le traitement précoce pour soulager ces enfants. Donc voilà cette brève présentation. On ne peut pas parler de maladie de Gaucher en une demi-heure, mais c'était juste pour sensibiliser mes amis ici présents au diagnostic précoce pour pouvoir instaurer ce traitement précocement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Paris, et merci pour le respect du timing, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour la discussion. Et
avant de passer la parole à mes collègues pour animer la discussion, je voudrais juste préciser une chose. La maladie de Gaucher fait partie des sphingolipidoses. Dans les maladies de surcharge lysosomale, on a deux grands groupes, les mucopolysaccharidoses et les sphingolipidoses, mais il y a évidemment glycogénose 2, etc. et les autres. Dans les MPS qui sont les plus fréquentes au Maroc, je dirais, MPS 1, c'est la maladie la plus fréquente, parce que le professeur Abkari a dit maladie de Gaucher la plus fréquente, c'est la plus fréquente des sphingolipidoses. C'est la première. Sphingolipidose, oui. Voilà, donc juste une petite précision. Bien, donc j'ai autour de moi deux collègues qui travaillent beaucoup sur la maladie de Gaucher, donc je vais leur passer la parole l'une et à l'autre pour voir s'il y a des questions et puis pour avoir leurs compléments, leurs commentaires précieux. Madame Kriwoul, d'abord. Merci, monsieur Chabraoui. Merci, c'est Abkari. J'avoue que vous avez atteint votre objectif, effectivement. La sensibilisation autour de la maladie de Gaucher. Effectivement, c'est ce qui est important, c'est de penser à cette maladie devant la triade. Mais il faut savoir que la triade hématologique, osseuse et organomégalie viscérale, mais il faut savoir que cette triade n'est pas toujours là. L'enfant, il peut être soit asymptomatique, soit un seul symptôme, soit une douleur osseuse, soit une seule thrombopénie, etc. Donc il faut toujours avoir à l'esprit cette maladie pour pouvoir la traiter du moment où on a actuellement l'opportunité de faire rapidement le diagnostic et de commencer un traitement. Une petite précision, c'est que l'atteinte osseuse, j'ai vu que vous avez parlé de l'atteinte osseuse, il commence à partir de l'âge adulte, vers l'âge de 20 ans, alors que dans notre série, ce sont des enfants encore petits et ils ont déjà les douleurs osseuses, l'atteinte osseuse, l'ostéonacrose, tout ce que vous voulez, comme atteinte osseuse. Chose importante aussi, c'est que cette classification en type 1, type 2, type 3, c'est juste pour un petit peu faciliter la compréhension et faire un peu la distinction entre les différents types. Mais il faut savoir que sûrement il existe un continuum entre les différents types. Pourquoi? Parce que même le type 1, qu'on dit, qui est non neuropathique, dans ce type 1, les études ANAPAT ont montré qu'il y a des lésions cérébrales dans le type 1. Et aussi, une bonne proportion de malades évoluent vers le syndrome Parkinson. Et aussi, la seule mutation hétérozygote de la maladie de Gaucher prédispose les patients à faire la maladie de Parkinson. Donc ça veut dire qu'il y a un continuum entre le type 1 qui est, on disait, non neuropathique, le type 2 qui est neuropathique aigu et le type 3 qui est neuropathique chronique. Même la forme périnatale sévère, qui fait partie, qu'on appelle actuellement une forme de type 2, même celle-ci, il fait partie du continuum. Donc ça veut dire que la maladie de Gaucher, c'est un continuum, qui peut se manifester à des âges différents, avec des manifestations différentes. Voilà, les deux précisions que je voulais un petit peu rajouter. Est-ce qu'il y a... je donne la parole à ma collègue Nza, s'il y a quelque chose. Oui, bonjour tout le monde. Merci Madame Kriwoul, merci Monsieur Chabraoui. Merci Monsieur Abkari pour votre présentation très claire. Vraiment, vous avez atteint, comme il a dit Madame Kriwoul, en tant que, c'est-à-dire du point de vue de pédiatre praticien, ça atteint certains objectifs. Donc, notamment les symptômes les plus fréquents qu'un pédiatre de ville ou un pédiatre hospitalier peut non métabolicien, c'est-à-dire qu'il peut attirer l'attention vers la maladie de Gaucher, même chez un tout petit nourrisson. Donc, surtout l'atteinte osseuse et l'atteinte hématologique. La splénomégalie chez le tout petit nourrisson, parfois c'est très difficile de la palper. Donc, quand on a un enfant qui est algique et qu'on trouve une thrombopénie, ce n'est pas un hasard. Donc, ça peut nous orienter vers la maladie de Gaucher, maladie de surcharge. Il suffit de faire un midullogramme et même les hématologues très passionnés peuvent trouver des cellules de Gaucher sur le sang périphérique. C'est des cellules qui sont très faciles à mettre en évidence. Il suffit juste de faire c'est-à-dire d'orienter l'hématologue dans ce sens. Alors, par rapport donc aux maladies métaboliques qui ne sont pas des maladies orphelines, en fait, c'est une maladie rare, mais non orpheline parce qu'il a suscité l'intérêt des métaboliciens. Il a un traitement, il est curable. C'est des maladies qui sont curables, mais à condition qu'ils soient prises en charge et diagnostiquées
précocement. Donc, ça ne sert absolument à rien à mettre c'est-à-dire à faire languir le patient avec sa pathologie qui est progressive et qui passe d'un stade à un autre. Donc, un diagnostic précoce est la clé de l'efficacité du traitement enzymatique. C'est un traitement qui est très efficace. Surtout que dans la maladie de Gaucher, la greffe de la moelle n'a pas donné de bons résultats. Il est greffé d'une lourde mortalité. Donc voilà les 3 points sur lesquels je voulais insister, comment approcher du point de vue de pédiatre de pratique, de pédiatrie générale, comment faire le diagnostic de maladie de Gaucher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à faire. Est-ce que... C'était juste répondre à madame, quand j'ai dit maladie orpheline, c'est pas aujourd'hui, parce que moi, à la Mokhadram, j'ai vécu l'époque où il n'y avait pas le traitement. Et j'ai parlé de cette époque-là. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'est pas orpheline, parce qu'il y a un traitement. Mais j'ai parlé du temps où on renvoyait des maladies de Gaucher, les gens se baladaient, les pauvres, parce qu'il n'y avait rien à leur donner. On fait le diagnostic et on le fait. Voilà, donc, c'est juste pour vulgariser un petit peu l'aspect, c'est-à-dire l'aspect des maladies curables. Ah oui, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Oui, vous avez raison. C'est pour cela que je vous ai remercié, et parce que c'était vraiment très clair. Donc je passe la parole à... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Vous voyez, déjà au niveau du comité voilà, il y a un débat qui est là. Mais bon, si vous avez des questions adressées au professeur Abkari, et peut-être que les collègues également peuvent répondre. Moi, j'ajoute un petit commentaire, c'est que quand on a commencé, on pouvait parler il y a 30 ans de maladies orphelines. En tout cas, au Maroc, personne ne s'occupait de ces maladies-là. Et nous avons été formés les uns et les autres. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir que cette maladie de Gaucher, comme d'autres maladies métaboliques, n'est plus orpheline, puisqu'on s'en occupe et elle est sous la tutelle des pédiatres marocains qui connaissent bien cette maladie maintenant. Bien, pas de questions? Oui, je voulais savoir le coût. Voilà. Le coût du traitement. En fait, c'est des médicaments. Le Malaïn. Non, écoute, tout dépend du poids, de beaucoup de choses, mais ça coûte très cher. Oui, c'est relativement cher, mais bon, ça vaut le coup. Il faut investir dans nos enfants. Quand on voit le bonheur qu'on a de voir un enfant sortir, éviter cette... Vous avez vu les images? On n'en a plus, je pense pratiquement plus. Maintenant, on ne laisse plus nos patients arriver à ce stade. Vous avez une question, professeur? Mais c'est remboursable. Il ne faut pas oublier que c'est remboursable. Exactement, merci pour la précision. Merci. J'ai rapidement 2 petites. La première, c'est qu'effectivement, la notion d'atteinte osseuse, c'est intéressant. On a un enfant qui a l'atteinte osseuse à partir du 8e mois, et sévère. Une atteinte sévère avec des fractures, c'est extraordinaire, avec des douleurs osseuses atroces et une résistance au traitement par la suite est très, très, très... Oui. Deuxième chose, j'aimerais juste pour les... Il y a 4 étiologies, à mon avis, qui donnent une grosse splénomégalie. Si on a une grosse splénomégalie, c'est 4 étiologies. Si ce n'est pas une leishmaniose, si ce n'est pas une thalassémie, si ce n'est pas une leucémie, et on a 2 cas, il faut vérifier ces 3. Si ce n'est pas ces 3, c'est une maladie de Gaucher, à mon avis. Merci, c'est Samir. Bien, oui, bon, puisque vous avez parlé de ces cas possibles devant une splénomégalie, je peux vous assurer que madame, comment elle s'appelle, Habiba, qui est là, Talba, oui, ma collègue et amie, avec qui on a fait le chemin sur les maladies de surcharge lysosomale, peut vous dire que le nombre de cas de maladies de Niemann-Pick, puisque c'est notre sujet, qui ont été diagnostiqués, une fois qu'on nous a adressé des patients pour maladie de Gaucher, qu'on a trouvé que ce n'est pas une maladie de Gaucher et qu'on fait la sphingomyélinage, on arrive au Niemann-Pick. Bon, j'ai donné la parole avant de la donner à l'oratrice suivante. Une thalassémie qui arrive avec une énorme splénomégalie et déjà le faciès, c'est évident. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la leucémie myéloïde chronique, malgré qu'elle est rare en pédiatrie, et la leishmaniose qui est la plus grosse rate inflammatoire en pédiatrie.